Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Écoutez des parcours inspirants, des paroles d'experts sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Bruno Dupuis, réalisateur. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. En décembre dernier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Bruno sur la réalisation d'un super documentaire qui m'avait beaucoup marqué, Eloi, enquête d'un disparu. On en reparle quelques mois plus tard, on fait le point sur cette disparition d'un jeune homme en Nouvelle-Zélande en 2020. Bonjour Bruno. Bonjour Gauthier. Content de te retrouver. Aujourd'hui, on est en été. On se retrouve pour parler d'abord de cette diffusion, puisque quand on s'est parlé, ta série était proposée sur la plateforme France Télé, mais n'était pas passée à la télévision française. Ça a changé pas mal de choses, je crois. Oui, ça a changé énormément de choses. Le fait de passer sur France 2 a fédéré un public beaucoup plus large. Et ça a permis effectivement d'attirer la lumière sur cette affaire, ce qui était le but en fait de faire cette série, de sortir cette disparition de l'anonymat. Et depuis, ça a mobilisé vraiment un public, des internautes, des nouveaux enquêteurs qui ont créé des groupes, qui ont créé des pages d'échange pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Eloi. Donc je suis plus tout seul avec lui maintenant, on est très nombreux avec lui. Et ce podcast avait été très fortement écouté. Si tu veux bien, on va rappeler les faits, on va rappeler ce qui s'est passé pour qu'on comprenne bien. On retourne en Nouvelle-Zélande, retrouver ce petit Eloi qui a 18 ans et on est en mars 2020. On est en mars 2020, il disparaît le 7 mars, ça fait 6 mois à ce moment-là qu'il est arrivé en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un voyage scolaire, c'est-à-dire qu'il est parti là-bas pour apprendre l'anglais. Le voyage se passe pas exactement comme il veut, donc il va un petit peu de désillusion en désillusion et on assiste à une espèce de chute morale, une chute psychologique qui a l'air d'être sans fin en fait. Et le fait d'avoir énormément récupéré tous les documents qu'il y a dans ses réseaux sociaux, c'est un garçon qui est pas timide et qui publie beaucoup et qui exprime en fait son mal-être. Et donc c'est ce qu'on voit en fait dans la série et c'est ce qui crée ce phénomène en fait d'empathie et d'affection, même je dirais, des spectateurs pour lui quand il voit la série, parce qu'on a envie de l'aider, on a envie de lui tendre la main et on se rend bien compte qu'à ce moment-là, il y a eu un manque de bienveillance collective, personne n'a réussi à le sauver ou à s'intéresser à lui. Et c'est ce qui a provoqué malheureusement sa disparition le 7 mars, qui reste encore aujourd'hui complètement mystérieuse et inexpliquée. Alors, sur la radio des Français dans le monde, on s'intéresse à la vie des expats. Forcément, ce jeune Eloi, c'était un expat qui vivait au bout du monde. Tu le racontes très bien dans le documentaire. Il s'est un peu perdu, et puis surtout on l'a perdu de vue. Alors qu'il allait rentrer en France, il avait décidé de rentrer, il avait demandé à ses parents d'écourter cette expérience, et c'est alors qu'il va disparaître. Et là, on va vraiment faire un focus sur un sujet qui te tient à cœur, je crois. La police néo-zélandaise, d'abord, on est en plein Covid, donc le monde vit des protocoles un peu particuliers, et depuis, tu penses que le travail n'a pas été correctement fait. C'est-à-dire qu'ils ont orienté leur enquête. Donc, je ne dis pas qu'ils ont rien fait. En fait, il y a eu vraiment du travail de fait, mais ils ont orienté l'enquête. C'est-à-dire que pour eux, c'est un garçon. En fait, ils ont résumé ses problèmes en 3 lettres. Ils ont dit, il est fou. Voilà. Et c'est censé tout expliquer. Alors que c'est une chute psychologique, comme ça arrive assez souvent à cet âge-là. Et ils ont tout enquêté à l'aune, en fait, de ces problèmes psychologiques, en se disant, il a dû peut-être et probablement se perdre dans le bush parce qu'il disparaît sur Pia Road, en fait, qui est une route qui mène vers une plage paradisiaque prisée des surfeurs. Et eux, ils sont intimement persuadés qu'à la faveur d'un épisode de santé mentale, c'est comme ça qu'ils le disent, ils se seraient enfoncés et égarés dans le bush jusqu'à y mourir. Bon, on peut pas nier que c'est une option... ça fait partie des options possibles. Ça fait partie des options possibles. Mais il y en a plein d'autres, des options. Parce que on se rend compte quand même assez rapidement qu'il n'est pas le premier à disparaître dans le secteur. Il est le 6e. Alors, quand bien même ces disparitions se sont étalées sur quelques années, c'est la 6e disparition mystérieuse et inexpliquée dans ce même secteur où on retrouve aucun corps. Donc, la piste criminelle reste envisageable. La piste de l'enlèvement reste envisageable. Et la police refuse obstinément d'investiguer ces pistes-là en arguant du fait qu'ils n'ont pas d'éléments
qui leur permettent d'ouvrir une enquête criminelle. Alors, les éléments, ils vont tomber du ciel. Il faut peut-être secouer les arbres pour que ça tombe. Dans la série documentaire, on a zoomé très fortement sur cette matinée quand il décide de partir sur cette plage de sable noir. Son téléphone est chargé à bloc. Il arrive juste à l'entrée de la forêt. Là, son téléphone se coupe. Comment un téléphone chargé à bloc peut se couper d'un coup ? En effet, à ce moment-là, quelque chose qui est pas clair. Non, quelque chose n'est pas clair et il reste beaucoup de mystères sur le numérique, justement. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que j'ai enquêté 3 ans sur cette affaire, de se rendre compte que souvent on estime que le numérique sont des preuves. Et en fait, je me suis rendu compte que bien souvent, c'est des preuves qui sont pas à proprement parler explicables. Et là, il reste vraiment des anomalies. On a notamment des connexions post-disparition, c'est-à-dire dans les jours, les semaines, voire les mois qui suivent, qui viennent de ces comptes, et que ni la police néo-zélandaise, ni d'ailleurs la police française, avec qui j'ai été beaucoup en contact, n'arrivent à expliquer en disant oui, mais bon, les policiers se sont connectés sur son compte, la famille s'est connectée sur son compte. Alors j'en ai quand même trouvé une. Tiens, je vais te donner un scoop si tu veux. Parce que j'étais quand même frustré de me dire ok, il faudrait prendre le temps de pouvoir délayer toutes ces connexions, essayer de voir qu'est-ce qui peut être de lui ou de quelqu'un qui aurait récupéré son téléphone, puisqu'il a disparu avec son téléphone. Et ben j'en ai quand même trouvé une qui date du 9 mars, c'est-à-dire 2 jours seulement après sa disparition, c'est-à-dire à un moment où sa disparition n'est en fait pas à peine signalée, en fait, le jour même où elle est signalée. Donc à ce moment-là, personne d'autre que lui ou quelqu'un qui aurait accès à son appareil ne peut se connecter. Et dans c'est un détail, tu vois, mais ce que j'ai trouvé, c'est un clic sur une pub suggérée. Donc, j'ai transmis ces informations-là, mais malgré tout, il n'y a pas d'investigations qui sont menées pour essayer de déterminer de quel appareil, de quelle connexion peut venir cette action, parce que c'est quand même une action numérique. Donc, il y a des anomalies comme ça qui ne sont pas traitées. Et Bruno, il y a aussi un autre sujet, c'est qu'il est majeur, il aurait pu décider lui-même de changer de vie, de disparaître. Il y a des reportages, des interviews troublantes. À la fin de ta série documentaire, on aurait eu des traces de lui quelques temps après sa disparition. Ça, on est où ? Oui, il y a effectivement un témoignage, mais même chose, la police néo-zélandaise nous a récemment envoyé un mail, enfin je dis nous, à la famille, envoyé un mail à la famille en leur disant qu'ils allaient envoyer le dossier au coroner, c'est-à-dire à un médecin légiste en réalité, donc ils vont faire une déclaration de décès. Et ils estiment dans ce même mail qu'ils ne croient pas à ce témoignage parce que cette jeune femme française qui prétend avoir vu Éloi ce jour-là, son témoignage est très clair et très précis, mais néanmoins ils disent il n'y en a pas d'autres, donc c'est pas suffisant pour qu'on la croie parce qu'elle serait la seule à l'avoir vue. Un témoignage humain, on sait que c'est fragile, elle peut effectivement se tromper, mais néanmoins, dans les détails qu'elle donne, ça mériterait à minima d'être investigué. J'ai perdu le début de ta question, pardon. C'était justement cette piste-là, aujourd'hui, elle n'a pas été vraiment fouillée, en fait. Non, elle n'a pas été fouillée. Alors, la police française y croit davantage quand même. On a eu un témoignage provenant de Sydney, il y a à peu près 1 an de ça, qui est investigué en ce moment, ce qui est évidemment une option possible. Ce qui est certain, c'est que dans les éléments qu'on a, il y a l'hypothèse de la disparition volontaire est vraiment possible. Est vraiment possible et étayée. Mais elle est possible et étayée au même titre que les autres en réalité. C'est ça, C'est-à-dire elles sont toutes parce que la réalité, en fait, c'est que disparition volontaire, le mot volontaire, il est, à mon sens, pas toujours très approprié parce que j'ai travaillé sur d'autres cas de disparition dite volontaire. Et volontaire, ça sous-entend quand même qu'on est, disons, assez mûr pour prendre cette décision. C'est-à-dire que comme si c'était une décision mûrement réfléchie, et en tout état de conscience. Et en réalité, quelqu'un comme Éloi, à ce moment-là, il est fragilisé psychologiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il peut avoir pris la décision de partir. Mais ça ne veut pas dire que c'est à proprement parler une disparition volontaire. Et par ailleurs, ça peut aussi mal se passer. C'est-à-dire qu'il peut aussi se mettre dans des positions de danger, s'exposer à des dangers et s'exposer à des mauvaises rencontres. Alors, tu as parlé de la famille, tu restes en contact avec eux. Tu restes aussi en contact avec toute une communauté qui s'est créée, notamment depuis ton documentaire, avec des groupes Facebook, avec des pétitions. Ça a bougé. Tu parlais de la police française. Elle est aussi impliquée ? Oui, la police française s'implique plutôt bien. Après, ils essayent évidemment de communiquer avec la police néo-zélandaise, ce qui n'est pas évident, et d'autant qu'ils ne sont pas nécessairement d'accord sur les conclusions à en tirer. La Nouvelle-Zélande est un pays souverain, donc ça se passe dans leur territoire, donc la police française n'a pas pouvoir, à proprement parler, d'investiguer différemment. Donc il y a des enjeux diplomatiques en fait qui se jouent là-dedans, qui sont un petit peu rendus complexes. Il y a une procureure néanmoins à Paris qui fait une demande d'entrée de pénale internationale. Mais pour la Nouvelle-Zélande, il est mort. Et pour la France, il est possiblement volontairement disparu, mais il est majeur. Donc voilà, on est dans des espèces d'écueils comme ça. Et un mot sur la famille avec qui tu gardes le contact ? Écoute, ils vont mal.
très clairement. On peut pas dire que ça aille mieux, mais je pense qu'ils sont quand même vraiment très contents. Ils m'ont dit et très satisfaits de ce film. Ils m'ont dit que ça l'humanisait en fait, Éloi. Et c'est vrai que ça permet de le sortir d'un simple nom ou numéro de dossier. En fait, ça permet de se rendre compte qu'il existe. C'est-à-dire qu'au-delà d'un film, au-delà d'un programme télé, c'est une vraie personne de 18 ans qui va mal, dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent. Et tu n'imagines même pas le nombre de messages qu'on reçoit encore aujourd'hui, de gens qui se projettent, des gens qui ont le sentiment d'avoir vécu le même genre de troubles, de doutes, de coups de fatigue qui auraient pu leur être fatals, mais ils ont été soutenus à ce moment-là et ils s'en sont sortis. C'est très touchant de recevoir ces messages. On a justement la possibilité d'intervenir avec une pétition qui est en cours, puisque la police néo-zélandaise va déclarer mort ce jeune homme. La pétition peut vraiment faire bouger la ligne ? Une pétition, c'est toujours un petit peu symbolique, mais ça permet quand même de montrer aux autorités néo-zélandaises que Éloi n'est pas tout seul, qu'il y a quand même des gens qui sont là derrière lui pour dire non, on estime que c'est pas suffisant. Et il faut bien comprendre la démarche, le fait que Éloi soit décédé, c'est évidemment une possibilité que personne ne nie, même pas sa famille. C'est évidemment une option. Mais tant que c'est pas étayé ou démontré d'une façon ou d'une autre, on ne voit pas de raison de le faire autrement que ce qui est, à mon sens, leur intention, c'était d'attendre que la petite vague médiatique passe et d'enterrer le dossier comme ils avaient l'intention de le faire en fait dès le début. Or, il reste des pistes à investiguer, notamment la piste criminelle. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui par cette pétition, c'est une ouverture d'une enquête criminelle, d'une part, et deuxièmement, c'est de reprendre les recherches finalement là où il a disparu. Et aujourd'hui, grâce à la série, on a quand même resserré ces recherches. C'est-à-dire que dans un premier temps, les recherches se sont déroulées sur un rayon de 20 km. Aujourd'hui, on sait qu'on peut les réduire à 2 une zone de 2 km à fouiller intégralement. Alors, il y a du bush, c'est compliqué. Il faut des experts, il faut des spécialistes. C'est difficile à faire, mais il faut le faire parce qu'on peut retrouver des indices. Il y a 2 barrages, 2 étendues d'eau qui sont quand même très conséquentes, qui n'ont jamais été fouillées. Il faut faire ses fouilles parce que qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, on peut retrouver quand même des indices, son sac à dos, ses vêtements, son téléphone, son passeport, un certain nombre de choses qui pourraient donner quand même des indices sur ce qui a pu lui arriver. Bruno, pour conclure, tu t'es penché, c'est aussi une exclusivité sur un autre cas, le cas de Théo Hayet, qui est un Français qui a disparu, lui, en Australie, pas très loin. Un Belge. Un Belge, pardon, excuse-moi, un Belge qui a disparu en Australie. Ça pourrait faire l'objet d'un nouveau documentaire. Te voilà spécialiste de ce genre de disparition ? Écoute, je suis devenu spécialiste un peu malgré moi, parce que c'était pas l'idée au départ, mais le fait est que quand j'ai travaillé sur Éloi, l'affaire de Théo est ressortie en permanence. Théo, il a disparu 1 an plus tôt, en Australie, et dans des conditions quand même quasiment similaires. Les 2 histoires se ressemblent énormément, avec une différence fondamentale, c'est que Théo disparaît au même âge 1 an plus tôt, dans un monde en ordre de marche, si je puis dire, et Éloi disparaît 1 an plus tard en Nouvelle-Zélande, dans un monde qui vient d'entrer dans la pandémie qu'on connaît. Et malgré tout, les points communs, les similitudes entre ces 2 affaires sont extrêmement troublantes. Alors, je suis bien clair sur le fait que c'est pas un complotisme de dire que ce sont les mêmes coupables mais c'est simplement la similarité des faits qui sont extrêmement troublantes. Et donc oui, il est possible qu'il y ait un travail, enfin un développement de nouvelles enquêtes qui soit fait en mettant en parallèle ces 2 affaires. Eh bien, à suivre donc, en attendant, les liens principaux qui ont été évoqués dans ce podcast sont disponibles dans le descriptif. Bruno, merci beaucoup. Bravo pour le travail qui a été réalisé. Ça a dû être très plaisant d'être diffusé sur la chaîne nationale et que ton travail soit si vu. En fait, ça me fait vraiment plaisir, surtout pour lui, parce que il avait vraiment tellement envie de reconnaissance, qu'on s'intéresse à lui. Il avait tellement de choses à dire et il a disparu dans une telle indifférence que quand je vois aujourd'hui le public qui lui manifeste autant d'affection, oui, j'ai un petit sourire pour lui, ouais. Merci beaucoup, au plaisir de te retrouver peut-être pour la suite. Et un dernier petit point si je peux me permettre, mais j'aimerais bien vraiment, vous pouvez nous aider en signant la pétition, si tu mets le lien quelque part. C'est utile. Ça paraît un peu symbolique comme ça, mais c'est vraiment utile. Eh bien, le lien est disponible. À très vite. Merci, Gauthier. Français dans le